Deuxième partie. L'étrange univers du schizophrène, chapitre 4. J'avais bien réfléchi, je n'irais plus la voir. C'était devenu trop bizarre. S'était-elle réellement mise à hurler à la lune en pleine séance ou avais-je rêvé? Je ne m'attendais pas à ça. Était-ce mon cerveau qui m'avait joué une farce? J'avais du mal à le croire. Je n'irais plus. Elle me faisait peur. Depuis le début, elle ne m'inspirait pas confiance, mais maintenant elle m'effrayait. Quel était l'enjeu de mes rencontres avec elle? Le plus vraisemblable était qu'elle essayait de me faire rentrer dans le moule. Je devais apprendre à me fondre dans la masse. Elle devait m'aider à être normale. Éviter que je me fasse remarquer par des comportements inappropriés, lisser mon caractère, m'aider à ne pas exprimer systématiquement tout ce que je pensais, m'apprendre à suivre les règles sociales. Je le savais, j'avais dans mon entourage des gens bien mieux intégrés qu'elle et desquels je pourrais m'inspirer plus naturellement. Des gens qui voyaient d'autres critères d'intégration pour la jeunesse que d'aller se dandiner à moitié nu sur des musiques disharmonieuses. Et surtout pour moi, on ne se mettait pas à hurler à la lune en plein travail. À l'inverse, je m'imaginais sur les bancs de l'université si, à l'évocation d'un chat ou d'un chien par le conférencier, les étudiants s'étaient mis à miauler ou à aboyer. Ils auraient été exclus à coup sûr. Paradoxalement, et nonobstant cet événement, ceux-là même qui choquaient dans le monde des adultes étaient pourtant largement enseignés aux plus petits. On avait tous pris une peluche et imité le cri du chat, du chien ou de la vache pour échanger avec un enfant. L'imitation des sons était la base de la relation. C'était par ailleurs assez fascinant puisque par ce biais, on pouvait se faire comprendre dans n'importe quelle langue. Une sorte de communication universelle, mais interdite aux majeurs entre eux. On ne savait pas pourquoi. Les grandes personnes se devaient de se montrer des êtres sociaux, civilisés. On avait donc gommé ce langage imitatif, car c'est certainement jugé trop primitif. Le langage parlé, si on se fiait à mes notions scientifiques, était plus issu de la gestuelle que du passage du son à l'articulation des mots. C'étaient les gestes qui, en animant les aires du langage chez le chimpanzé, étaient à la base du langage articulé, et non les sons. Les cris, beuglements, meuglements, miaulements étaient primitifs, émotionnels, et n'étaient pas les pères du langage articulé. On bannissait ce genre de comportement primaire, comme si les réactions émotionnelles n'étaient pas civilisées. Son attitude m'avait amusée, mais elle ne cadrait pas avec sa fonction. Sa marginalité m'avait pourtant bien renvoyée à la mienne. Le but thérapeutique étant par là même atteint, même si ce n'était pas intentionnel, cela prouvait que j'étais capable de discernement et pas si folle que cela. Ma réaction de fuite ne servait pas les intérêts de la thérapie et effrayait mon entourage, mais elle montrait aussi ma capacité et ma volonté d'échapper à la folie. J'avais donc progressé, mais je refusais de payer plus pour voir ça. Non, je ne m'attendais pas à un comportement déviant de la part du praticien qui était censé me prouver que les extravagances étaient inadmissibles. À ce niveau, c'était elle qui aurait dû me payer pour l'écouter. Ou, à minima, comme des amants au restaurant, respectant l'équité, on aurait dû payer chacune son tour. J'allais la plaquer pour ces raisons, parce que c'était toujours moi qui réglais l'addition. Elle exerçait sa profession sans blouse, en civil, comme si nous étions d'égal à égal. À chaque fois, je croyais que nous étions devenus amis, qu'elle me comprenait en profondeur, qu'elle avait cessé de me juger et de me cataloguer, et à la fin des séances, je me disais, cette fois, c'est elle qui va payer quand même. Mais non, ce n'était jamais arrivé. Quand j'allais chez mon boucher, son uniforme permettait d'ôter toute ambiguïté sur le rôle de chacun. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me règle sa propre marchandise. Mais elle, on aurait dit que tout était fait pour lisser les différences,
Pas de blouse, pas de place véritablement attribuée dans son cabinet. J'y croyais à chaque fois. C'était une personne comme moi, presque une amie. C'était à la fin qu'elle me faisait comprendre sa supériorité. Je payais, elle encaissait. C'était fourbe comme relation. Surtout que c'était bien moi qui faisais tout le boulot. C'était comme si un juge décidait de venir en audience sans sa robe. Il nous aurait fait croire qu'il était notre égal. À quoi aurait-il servi alors? Il est bien là pour juger, trancher. Il était bien différent des parties. Son rôle était distinct, singulier. Il était visible, palpable, matérialisé. On ne pouvait pas se méprendre. Mais avec un psy, on devrait leur trouver un uniforme. Une chemise à carreaux de bûcheron canadien, par exemple. Ma psy à moi portait systématiquement un jean Levi's 501 unisexe, qu'elle agrémentait de baskets Converse au coloris assorti à sa collection de polo Lacoste. Un style peu travaillé, affranchi des tendances, un style sans style, mixte, neutre. Ça aurait pu coller pour le cafetier du tennis club du quartier. Mais si son rôle était vraiment neutre, quel intérêt avais-je à la consulter? Je payais pour laisser sortir ma marginalité, ok, mais pourquoi dans ce cas aurais-je dû subir la sienne de façon diffuse? Son loup, hurlant à la lune, avait été le révélateur de sa propre limite de compétence. Je me serais sentie idiote et vicieuse de continuer à lui faire croire que je n'avais rien remarqué. Je n'irais plus. Je ressentais la colère de quelqu'un qui avait été trompé. On s'était moqué de moi. Ma psy n'était pas normale, dans le sens où son comportement n'était pas ce que l'on pouvait qualifier d'habituel. Comment apprendre à se conformer, à réagir de manière commune et banale à la consultation d'êtres marginaux? Elle avait trouvé un moyen de faire accepter sa différence en devenant psychiatre. On le savait, les psychiatres étaient des êtres particulièrement bizarres, mais du moment qu'ils avaient une plaque le mentionnant explicitement, la société les tolérait. La leçon que je retins était que moi aussi, je devais donner un statut social à mes bizarreries. J'avais pensé à voyante, mais mes parents les premiers auraient trouvé ça marginal et n'auraient pas osé évoquer ma profession en public. Le mieux fut que ma fonction commence par psy. Il y avait psychotique, mais ce n'était pas un psy qui était civilement acceptable. Restait psychothérapeute, psychologue, psychiatre. On verrait bien. Il y avait professeur aussi, parce que on acceptait d'eux qu'ils débordent dans la marge. On verrait bien. De toute façon, je ne comprenais pas pourquoi j'étais suivie par cette psychiatre. Rien que le terme être suivi me faisait peur. C'était flippant d'être suivie. J'étais suivie et pourtant dans mon rétroviseur, jamais je ne l'avais remarqué. C'était un suivi des plus discrets. Parfois j'y croyais. Un véhicule derrière moi, un passant qui empruntait la même route, me faisait croire que oui, j'étais suivie. Je me perdais pour essayer de les semer et constatais au final qu'ils n'étaient pas après moi. Le seul suivi qui me paraissait raisonnablement agréable aurait été celui d'un fidèle et affectueux compagnon type Labrador. D'autant que je n'avais toujours pas de maladie si je m'en référais à ce qu'elle m'avait dit. Elle ne prononçait que très peu de mots, d'ailleurs. Parfois quelques onomatopées tout au plus. 2 ans de consultation avec une unique réponse à n'importe laquelle de mes questions, la panacée universelle, les cachets. Avaler une pilule était systématiquement un moment douloureux. Chaque gramme de drogue que j'ingurgitais remettait en question le fondement de ma pathologie et du traitement même. J'avais du mal à digérer qu'on soignât une anomalie que l'on ne nommait pas par des poisons dont on ne connaissait pas grand-chose. Je souhaitais secrètement qu'elle eût été assez futée pour me prescrire des placebos. Le mystère dont elle faisait preuve dans les entretiens rendait cette
cette hypothèse réaliste. Parfois, j'arrivais même à me persuader que c'en était, ce qui rendait ma prise acceptable. C'est juste du sucre, Sophie, ce n'est pas dangereux et tu n'as rien. La thèse du placebo était renforcée par l'inefficacité de ces pilules en termes de guérison. Les effets secondaires, eux, par contre, étaient bien réels. Mais pour me rassurer et conforter mon hypothèse, je me disais qu'ils étaient dus au choc de l'annonce de mon statut de malade mental. La simple évocation d'un diagnostic de dérèglement psychique aurait été si puissante qu'elle aurait pu entraîner chez moi un dégoût et une injustice abyssale tels qu'ils auraient déclenché une série de symptômes. Aménorrhée, cauchemar, taux de testostérone qui grimpait en flèche, fatigue intense, fringales, 12 kilos en trop, tremblements parkinsoniens, problèmes pour uriner, autant de signes palpables d'un dérèglement. Et pourquoi pas? La force de ce jugement de ce que j'étais par mes semblables, cette position de folle serait plus nocive que la pathologie elle-même. Ou alors était-ce la chimie des médicaments finalement? J'étais perdue. Je n'étais pas suivie, mais égarée sûrement. C'était insupportable de penser que les seules manifestations visibles étaient dues aux molécules de synthèse et non à la maladie. Cette pensée ne faisait qu'amplifier mon mal-être, mon sentiment d'injustice, l'idée même que c'était la prise de médicaments qui me rendait malade, participant largement au fait que certains soirs, je décidais de ne pas les avaler. Chaque prise contribuait aussi à alimenter ma dépression. Mes angoisses ne diminuaient pas, mais ma psychiatre était dans le déni de l'évidence. Docteur, j'ai pris 12 kilos, l'informai-je un jour. Mais non, répondait-elle en haussant les épaules comme pour dire qu'est-ce que c'est encore que ces histoires. Elle ajoutait maladroitement après vérification dans le Vidal, vous n'avez pris que 1,2 kg en moyenne. La même réponse qui n'en était pas une à toutes mes interrogations. Prenez vos comprimés et tout rentrera dans l'ordre. On me demandait de prendre des pilules presque sans y penser. Avaler des drogues était difficile, ne pas y réfléchir, j'en étais incapable. Croire qu'un problème mental se résoudrait sur la simple prise d'un traitement, alors même qu'on ne savait quasi rien de la chimie de cette étrangeté, ni de celle du remède, semblait invraisemblable. La théorie même du dérèglement chimique paraissait discutable. Autant s'installer directement à Lourdes et attendre le miracle. Je ne pouvais m'empêcher de chercher des solutions tangibles. J'en avais assez d'être patiente. Droguer mon corps était contre mes convictions. Sans être extrémiste, je mangeais déjà local et bio, évitant tout ce qui pouvait ressembler à un plat industriel, car ne sachant pas ce qu'ils avaient pu y mettre comme additif. J'étais concernée par ce que j'ingurgitais. Ces cachets blancs et mystérieux et les non-réponses évasives de ma psychiatre ne m'inspiraient pas confiance. Quand je ne les prenais pas, je développais une peur de la rechute, comme un chien à qui on enlevait sa laisse pour la première fois et qui aurait peur de se perdre. Me lever du pied gauche était devenu un luxe qui m'était interdit. Aucune mauvaise journée ne pouvait juste être une mauvaise journée. Toutes mes sensations négatives étaient forcément pathologiques et assimilées à des crises. Ma vie entière était consacrée à gommer mes émotions naturelles, qu'elles fussent rationnelles ou hallucinatoires. Les sensations négatives, les bas, ayant scientifiquement 10 fois plus de chances d'être ressenties que les positives, il n'y avait plus vraiment de haut. Il s'agissait globalement de supprimer mes ressentis, sans distinction, positif, négatif, au cas où l'un d'entre eux se serait transformé en psychose. Au lieu d'essayer d'accepter et d'apprivoiser ce nouvel état mental, on me demandait de le supprimer, m'accusant d'être dans le déni, alors même que je pensais que c'était eux, à vouloir effacer plutôt que d'analyser
qui organisait le déni généralisé et la marginalité de ce qui m'arrivait, laissant statistiquement beaucoup plus de chances de survie aux idées noires. Je devenais une coquille vide, incapable d'éprouver les plaisirs de la vie. Un jour, je consultais la gynécologue pour absence de règles, aménorrhée. Elle m'expliqua qu'elle n'y pouvait rien car il s'agissait de symptômes synthétiques, fabriqués. Sa seule réponse fut l'antithèse de celle des psychiatres. Arrêtez les cachets. Que fallait-il prioriser, psychiatrie ou gynécologie? Elle me mit sous contraceptif, tout en m'expliquant que mon état d'aménorrhée m'empêchait déjà de procréer. Elle m'avertit des dangers de la pilule et du tabac, tout en sachant que je fumais. Se leva et me raccompagna vers la sortie. Sur ses conseils, j'avais réalisé un bilan hormonal. Le taux de testostérone était trop élevé, ce qui expliquait pourquoi je n'avais pas mes règles, et aussi le fait que mon système pileux prospérait. J'en parlais à ma psychiatre. Elle me rétorqua: les femmes n'ont pas de testostérone. Comment démêler le vrai du faux? À qui devais-je faire confiance? Les savants savaient-ils? Comment comprendrais-je? Quel intérêt de persévérer à consulter dans ces conditions? Quand je pensais à ces contradictions scientifiques autour de mon cas, je perdais tout espoir de guérison. Bien souvent, je me mettais à boire de l'alcool pour m'échapper. Je fumais aussi. Je me sentais impuissante, amorphe, vidée. J'avais 90 ans. Certains jours, je n'avais même plus la force de déplacer une chaise. J'avais des douleurs dans tout le corps. Moralement, je ne supportais plus personne. Les gens m'excitaient désagréablement. Je les ressentais angoissés, stressés, mal à l'aise avec eux-mêmes, en décalage faux. Ces sensations m'atteignaient comme une souffrance contagieuse. Le contact des êtres humains était devenu néfaste, mais je n'étais pas accoutumée à ma solitude qui me pesait tout autant. Je n'entrevoyais aucune solution, aucun chemin, aucune échappatoire. La consultation ne m'aidait pas, je m'enfonçais.